Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Des chenilles et des vers dans des plats prévus pour se retrouver dans les assiettes des écoliers marseillais. Hier, la société qui les a fournis a répondu cet après-midi. Les tracts politiques interdits sur les marchés de Marseille, un arrêté municipal que le candidat socialiste Patrick Menucci n'entend pas respecter. Compétition pour un berger à Vestric et Candiac dans le Gard avec un objectif, promouvoir le métier d'éleveur. Et c'est gratuit et ça donne le sourire. C'était aujourd'hui la 28e journée mondiale des câlins, comme le prouvent ces images à Montpellier. Ils sont en colère, les parents d'élèves et les agents municipaux marseillais, au lendemain de la découverte de vers et de chenilles dans le riz et les choux qui devaient être servis à 50 000 écoliers. La ville entend faire payer une amende à son prestataire, la société Sodexo, en charge de la livraison de ces repas aux cantines scolaires. Un audit a aussi été commandé, d'autant que ce n'est pas la première affaire d'insectes. Romain Péric fait le point. Nos bambins joueront-ils encore à Koh-Lanta dans les jours à venir? Après l'incident des corps étrangers dans la nourriture survenu hier dans une cantine d'une école primaire du 7e arrondissement, la psychose monte et les parents d'élèves s'indignent. On se réserve le droit de faire un recours juridique contre la Sodexo. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une enquête publique qui soit diligentée, qu'on fasse la transparence sur ce dossier, quoi. Voilà, je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. En contrat depuis 20 ans, l'entreprise n'avait pourtant alors jamais rencontré de problème. Mais seulement maintenant, c'est 3 fois en 3 mois. Le patron de la Sodexo a rencontré l'élu aux écoles aujourd'hui pour mettre au clair cette affaire. Des analyses sur les aliments sont en cours et un audit sur toute la chaîne est lancé. Nous avons pris la décision de suspendre ces produits de telle façon qu'on puisse remettre en place avec les fournisseurs une filière qui soit garantie pour les parents et pour la ville. À Marseille, c'est 51 000 repas qui sont servis chaque jour et l'on ne peut pas dire que cela ne soit pas un cas isolé sur les 300 écoles et les responsables assurent qu'il n'y a aucun risque sanitaire. Hier, aucun enfant n'a mangé de cette nourriture puisqu'on l'a arrêté dès qu'on a découvert au niveau de la préparation des repas qu'il y avait un problème sur les on a supprimé le produit, 1,8 tonne de choux à la poubelle quand même, hein. La Sodexo le paye et je vous signale que là ils ont eu la dernière fois une amende de 15 000 € et qu'ils vont avoir à nouveau une grosse amende plus la perte des repas qu'ils sont obligés de remplacer bien entendu à leurs frais. Les syndicats des personnels de cantine ont aussi rencontré l'élu. Ils demandent une semaine de repas servis gratuitement en compensation du préjudice pour les enfants et les parents. Ils ont indiqué aussi qu'ils exerceront leur droit de retrait si cela devait se reproduire. On ouvre à présent une page municipale. Et à Marseille, la bataille des municipales ne se jouera pas sur les marchés. C'est en tout cas ce que souhaite l'adjointe au maire UMP, Martine Vassal, qui reproche au candidat socialiste, Patrick Menucci, d'y distribuer des tracts. Le président socialiste de la communauté urbaine, Eugène Caselli, parle de violation de la tradition républicaine. Les explications de Sidonie Canetto. Ce matin, sur le marché de Castellane, pas de tracts au sol, ni de militants en train de les distribuer. Un arrêté municipal du 1er juillet 2013 interdit toute distribution d'écrits de toute nature sur les marchés. Et depuis le 7 janvier 2014, des huissiers veillent à ce que cet arrêté soit respecté. Nous ne voulons pas que sur les marchés de Marseille, il y en a plus de 30, c'est une ville de 860 000 habitants, on se retrouve avec des papiers un peu de partout. Donc c'est la raison pour laquelle on a déjà suffisamment de problématiques avec la propreté, c'est pas la peine d'en rajouter en plus. Pour Patrick Menucci, candidat PS, c'est une atteinte à la liberté d'expression et il entend continuer sa campagne électorale comme il le souhaite. Je ne vois pas pourquoi la propreté pose un problème sur un marché et qu'elle ne poserait pas un problème dans la rue. Si on jette un tract, on le jette. Si un jour Madame Vassal nous adresse un PV, nous irons au Conseil constitutionnel où nous poserons la question préjudicielle de constitutionnalité pour savoir si on a le droit d'empêcher un parti politique de s'exprimer. À l'heure des réseaux sociaux, d'Internet et des nouveaux modes de communication, la campagne va-t-elle réellement se jouer sur les marchés? À la rigueur que les hommes politiques passent comme ils font avec leur bande, avec les gens qui les entourent quoi, de temps en temps, mais les tracts sur les marchés, je pense que ça finit plus à la poubelle, c'est un peu comme la publicité. Hein. Les contrevenants pris en flagrant délit de tractage sur les marchés encourent une amende allant jusqu'à 450 €.
À Montpellier, un mariage en vue des élections municipales tourne court, c'est celui entre l'UMP et l'UDI. Après une alliance annoncée en novembre dernier, le chef de file UDI dans l'Hérault, Joseph Francis, a décidé de lancer sa propre liste. Alors qu'Anne Brissot reste aux côtés de l'UMP, Jacques Domergue, la lune de miel aura été de courte durée. Jean Brun. Le voyage de noces passé, la vaisselle a rapidement servi de projectile entre l'UMP et l'UDI à Montpellier. N'y tenant plus, ce matin, le président de la fédération UDI de l'Hérault a rompu le contrat de mariage. Nous constatons simplement que notre partenaire n'a pas respecté nos valeurs, notre charte et notre projet. L'UDI n'est pas simplement une étiquette, n'est pas simplement un slogan. L'UDI, c'est un ensemble d'un projet politique qui a été mis en place par la direction nationale, à la tête Jean-Louis Blot. Eh bien, ce projet politique doit être mis en place et nous devons le défendre. Pour le défendre, Joseph Francis a annoncé le lancement d'une liste UDI d'union à laquelle Anne Brissot était conviée, même si dès cet après-midi, c'est aux côtés de l'UMP Jacques Domergue qu'elle tenait conférence de presse. Les équipes de Montpellier au centre et les équipes de l'Union citoyenne, c'est-à-dire l'UDI et le MoDem en fait, ont travaillé avec les équipes de Jacques Domergue à un projet commun. Projet commun pour la ville et pour l'agglomération. Ce projet, aujourd'hui, il est partagé. On ne va pas dire qu'on est d'accord sur chaque point, mais c'est normal, on est dans une coalition, on n'est pas tous d'accord et on travaille à trouver quelque chose de partagé à la fin. Aujourd'hui, on partage un programme, c'est pas pour annoncer demain que finalement on se retire parce que l'accord ne nous convient plus. Annoncée en seconde position sur la liste UMP-UDI, Anne Brissot est donc aujourd'hui en désaccord total avec son président départemental. Le divorce sera à n'en pas douter jugé par Jean-Louis Borloo à Paris, pour le plus grand désarroi des électeurs montpelliérains. L'UMP a validé aujourd'hui ses têtes de liste pour les élections européennes. Renaud Muselier dans la circonscription sud-est et Michèle Liomari dans le sud-ouest où, comme vous le voyez sur ces images, elle est secondée par le sortant Franck Proust. La France compte 8 circonscriptions pour ce scrutin européen. Une aide financière d'1,5 million d'euros pour l'entreprise El Foundry de Rousset, près d'Aix-en-Provence. C'est la région qui débloque cette somme en faveur de la société en liquidation judiciaire, qui compte plus de 600 salariés. Une avance remboursable pour maintenir le site de production en état de fonctionnement, dans l'attente d'un éventuel repreneur. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Karine Palmy. Réunion ministérielle ce matin à l'Elysée. François Hollande a présenté son pacte de responsabilité tant attendu. Le président a déclaré exiger des contreparties mesurables aux allègements de charges promis aux entreprises. L'objectif, agir contre le chômage, faisant de sa bataille pour l'emploi une priorité. 6e édition pour le Forum international de la cybersécurité. Aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur et de la Défense, Manuel Valls et Jean-Yves Le Drian, étaient en visite à Lille. Ils se sont déplacés pour participer à la lutte contre la cybercriminalité. Cette première journée a donné l'occasion à Manuel Valls de s'exprimer sur la radicalisation de jeunes Français en Syrie. Selon lui, un sujet majeur et sérieux où l'État et forcément le ministère de l'Intérieur sont très impliqués. Après les risques sur Internet, Manuel Valls veut se consacrer aux dangers sur les routes. Le ministre s'attaque au réseau routier secondaire et annonce la couleur. Cette année, il faudra lever le pied et réduire la vitesse. Sur les nationales, il sera désormais interdit de dépasser les 80 km/h au lieu des 90 habituels. Un outil qui permettra de sauver plusieurs vies, mais qui risque de peser lourd dans la balance financière de l'État à cause du remplacement des panneaux. Des hausses de tarifs bancaires injustifiées selon une enquête de l'UFC Que Choisir. La palme revient aux frais de tenue de compte qui ont augmenté de 99% en 4 ans. Cette augmentation serait liée au nouveau système de paiement européen SEPA. L'association de consommateurs tire la sonnette d'alarme sur les problèmes sécuritaires et tarifaires pratiqués par certaines banques. Parmi les 10 services les plus fréquents, 7 ont revu leur prix à la hausse depuis 2010. Pour faire évoluer les mentalités sur le handicap, la Fédération des aveugles de France lance pour la 4e année consécutive un calendrier avec des photos de personnalités détournées, canne à la main et munies de lunettes noires. En France, plus d'un aveugle sur 2 est au chômage. Écoutez le président de la Fédération des aveugles de France, Vincent Michel. Je crois qu'une entreprise qui compte dans son équipe, dans son personnel, une personne handicapée, ça peut être un élément très très motivant aussi pour le reste du personnel. On a souvent vécu ça, c'est-à-dire que l'apport de quelqu'un qui a priori devrait se trouver en difficulté
mais qui au contraire s'avère être un professionnel de grande qualité, ça peut stimuler toute une équipe. Qui sera le meilleur berger? La finale régionale des 9e Olympiades s'est déroulée aujourd'hui à Vestric et Candiac dans le Var. Il s'agit d'une compétition où de jeunes étudiants en agriculture s'affrontent dans différentes épreuves avant une finale nationale de ces Olympiades. Le but est avant tout de promouvoir le métier d'éleveur et de susciter des vocations. Olivier Michel s'est rendu sur place. Ils sont 38, ont entre 16 et 24 ans et se sont affrontés dans le cadre des Olympiades 2014, un concours réservé aux élèves de lycée agricole qui envisagent d'épouser la profession de berger. Ce qui est sympa, c'est qu'on est toujours dehors, on est en contact avec les animaux. Quand on voit les petits agneaux qui naissent, c'est assez agréable. Pour les départager, 3 épreuves chronométrées, manipulation de brebis, tri et parage, autrement dit manucure. Il y a plusieurs critères à respecter, quoi, la posture, la contention et la taille surtout, quoi. Enfin, le tailler proprement sans aller au sang, quoi. Ça, c'est une chose à éviter, c'est 0. L'occasion de se confronter à la réalité d'un métier contraignant, mais qui a su évoluer. C'est, je dirais, quelque sorte un esclavage. Il faut être là tous les jours de l'année. Grâce au salariat, grâce au groupement d'employeurs, grâce au service de remplacement, on peut arriver à se faire remplacer sur l'exploitation et avoir un petit peu de temps libre pour sa famille ou pour faire autre chose. Car si concours il y a, l'objectif des Olympiades est aussi de susciter des vocations. D'ici 2024, la filière ovine veut installer 8000 éleveurs. Il faut juste savoir une chose, c'est que la France importe de la viande, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de notre viande en France ovine pour satisfaire la demande. Les 2 vainqueurs de cette finale régionale participeront à une finale nationale, mais c'est la filière ovine qui à terme doit impérativement y gagner. Dans 6 ans, 58% des bergers français partiront à la retraite. C'est sans doute l'image du jour avec des câlins dans plusieurs villes de France et même à l'étranger, également à Montpellier à l'occasion de cette journée internationale des câlins, la 28e cette année. Reportage. Les câlins, les câlins, les câlins, les câlins. C'est la journée internationale des câlins, 28e édition. Vous connaissez un peu l'histoire, hein, ça serait un révérend qui, anglo-saxon, remarquant que ses ouailles tombaient un petit peu en dépression, même carrément en dépression entre Noël et la Saint-Valentin, s'est dit il faut créer quelque chose, il faut créer de l'humain, et donc il s'est dit on va faire la journée du câlin, et ça marche. Triplette de câlins. Triplette de câlins. Puis humain, on aime tous les câlins, quoi. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on voit par les chiffres, par la crise, par les statistiques, par la performance, ça suffit, quoi. On est d'abord des êtres humains, et ce jour-là, s'il y en avait un, c'est l'occasion de le montrer. Allez, les câlins. Ça nous réchauffe le cœur et ça nous apporte de l'affection, de l'amitié. Tout le monde n'a pas cette chance, donc tout le monde n'a pas forcément l'affection dans sa famille. Donc voilà, ça nous réchauffe le cœur.